On en parlait hors plateau. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes afrodescendantes qui ont du mal en fait à recevoir ce type d'informations, à savoir que leurs ancêtres ont bâti l'une des plus grandes civilisations de ce monde et que l'histoire a été falsifiée depuis 2000 ans et qu'ils n'arrivent pas à l'accepter? C'est-à-dire que le comportement humain tient aussi au fait qu'il y a le besoin de valorisation. Il y a un besoin de valorisation en société. Et ce qui se passe, c'est que l'histoire africaine, la culture africaine, n'a pas été placée dans un espace de valorisation, dans un contexte de valorisation. Au contraire, ça a été le mépris, ça a été le primitivisme. Et donc, du coup, la chose, c'est que c'est une technique psychologique pour vous éloigner de ce qui ne correspond pas au système de valorisation du cercle dans lequel vous évoluez ou dans lequel vous voulez rentrer. Donc c'est pour cette raison, par exemple, il y a les changements de nom, il y a des changements de comportement, il y a toute une série de choses. On a un mépris, par exemple, pour ceux qui veulent changer de nom, avoir des... Oui, mais c'est-à-dire que c'est aussi lié à une incompréhension. Parce que vous savez, en fait, tout état part d'un niveau de compréhension d'une situation. À partir du moment où vous avez des contextes, hein, vous savez, moi je vais vous dire une chose, j'ai vu des gens ne pas s'identifier en tant que noirs. Et ils ont été habités dans des régions. Le lendemain, c'était marqué sur leur maison, noir, nous ne voulons pas de vous chez nous. Alors que ces gens-là, quand ils ont fait l'interview dans Le Monde ou dans l'Express, ils vous diront qu'ils n'avaient jamais remarqué vraiment qu'ils étaient noirs. Juste avant qu'on leur mette même des nègres, voilà, des étiquettes comme ça. Donc, qui fait que, vous savez, il y a toujours un moment où on prend conscience de la réalité. Et ça, c'est très important. Je n'oublierai pas certains cadres de grandes sociétés qui évoluaient, je dirais, tranquillement. Et je dirais, quand il fallait bénéficier de la promotion la plus importante, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait quand même dans la relation un profond mépris vis-à-vis d'eux. Et ce mépris était lié à leur couleur de peau. Et on les a vus débarquer, par exemple, à l'Institut Africa Mat à Paris, en disant « mais il ne faut pas accepter ça ». Alors que, je dirais, c'est cet événement-là qui leur a permis de prendre conscience d'une réalité. C'est-à-dire que les relations, est-ce qu'elles étaient vraiment basées sur ce qu'ils étaient? Vous voyez, donc je dirais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, vous voyez, qui fait qu'à un moment, vous avez des enfants, vous prenez conscience d'une réalité, l'enfant vous pose des questions, hein, va vous forcer à vous replier dans vos retranchements, et c'est là que vous allez découvrir que vous avez vécu dans un univers, mais l'enfant ne veut pas rentrer dedans. Et là, vous êtes obligé d'avoir des arguments solides pour tout simplement répondre à l'enfant, parce que l'enfant nous dit « mais attends, moi quand je me regarde dans un miroir, je me vois noir. Vous voyez, pourquoi mes jouets ne sont pas noirs? Pourquoi mes jouets ne reflètent pas ce que je suis ?» Moi j'ai vu par exemple des graves problèmes. Hein. Je me rappelle, il y a un établissement scolaire où il y avait une dame qui avait élevé son enfant comme si elle était totalement blanche, avec des jouets blancs, un univers de blanc. Et dans l'année, il y a un petit enfant haïtien qui est arrivé. Et les enseignants se sont dit, ben tiens, comme il y a une place à côté de sa fille, eh ben on va installer le petit garçon haïtien à côté de sa fille. Et la fille, elle a fait un scandale. Mais ce qui a marqué la direction de l'établissement, c'est les propos que tenait l'enfant. Donc la maman a été convoquée. Et on a demandé à la maman, mais comment ça se fait que votre fille, elle est noire et elle tient des propos racistes comme ça sur un petit enfant noir qui vient d'arriver dans l'établissement? Et vraiment, on a été très surpris de voir que le fait d'avoir placé cet enfant-là à côté du vote de votre fille, ça a été tout de suite la guerre atomique, quoi. Et la maman s'est rendue compte qu'elle avait poussé le bouchon trop loin. Voyez, et donc à force de vouloir s'intégrer, finalement... On finit par se désintégrer. La réalité, c'est ça. Et vous savez, depuis l'époque de Martin Luther King, c'est pour ça que beaucoup de Noirs n'ont pas suivi le mouvement jusqu'au bout. Parce qu'ils ont dit, trop d'intégration mène à une désintégration. Parce que l'homme a quand même besoin de racines, il a besoin de repères. Il a besoin de donner une signification qui lui est propre aux choses. Les conditions du vivre ensemble, c'est pas gommer la nature de l'autre, c'est apprendre à vivre ensemble comme la nature le fait. Parce qu'être noir, quand on n'est pas noir, c'est quand même pas de bol. Donc, si ces individus fortement aliénés et en crise profonde d'identité savaient qu'effectivement, qu'ils étaient noirs, comment est-ce qu'ils vivraient? Ben, en se blanchissant la peau, en se défrisant les cheveux, en faisant tout ce qui puisse les éloigner le plus loin possible d'une apparence noire, alors c'est la vie
épouvantable et pénible, au point qu'ils entrent dans une contradiction entre leur changement d'apparence et leur identité. C'est-à-dire que si vous dites qu'un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc, il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement opéré. Donc, soit ils sont noirs, mais ils ne le savent pas, et donc c'est comme s'ils ne l'étaient pas. Soit ils le sont, et ils savent cela, et c'est la vie infernale, c'est l'enfer. De sorte que l'on pourrait prédire, en plus du phénomène inquiétant, très répandu dans la communauté noire, du blanchiment de la peau, qui ne change donc rien à leur identité, un fort taux de suicide extrêmement élevé, si tous les noirs savaient qu'ils étaient noirs. Je n'ai pas la prétention d'épuiser la question. Tout compte fait, il y a plusieurs conclusions à tirer de ces réflexions. Tout d'abord à la question « Qui est noir aujourd'hui ?» On répondra dans ceci. Un noir est une personne ayant des origines venant d'Afrique subsaharienne. Cela inclut les personnes qui se disent noires, afro-américaines, afro-européennes, afro-asiatiques, afro-orientales. Dans le cas le plus général, est noir celui qui se considère ainsi et estime que son attachement génétique, généalogique ou spirituel à l'Afrique constitue une part essentielle à son identité. La couleur de peau n'étant généralement pas négociable et que la première chose dont l'homme noir est conscient est que ceux des leurs qui se considèrent comme blancs, jaunes ou s'inventent d'autres catégories imaginaires prétendues sont bien différents de ceux et de ce qu'ils prétendent être. La deuxième chose dont l'homme noir est conscient est que le sous-groupe des noirs est un et multiple. Il a toute la diversité en lui, tout comme l'Afrique aussi est diverse, multiple et variée, riche et foisonnante. Cheikh Anta Diop a montré qu'il y a de l'unité culturelle parce qu'il y a des peuples qui ont vécu longtemps au sein de grands ensembles. En dépit de la diversité, en dépit de la multiplicité, il y a une unité. La grande différence avec les Blancs, par exemple, est qu'être blanc n'est pas une préoccupation majeure, mais une évidence à laquelle on ne pense pas, puisque celle-ci est pensée comme universelle. Ce qui fait que les Blancs en général ont beaucoup moins de gêne à parler des Noirs qu'à parler des Blancs. Ensuite, à la question « Quel diagnostic clinique faut-il faire ?» Comme j'ai essayé clairement de l'illustrer tout au long de mon exposé, il y a bien caché dans les replis de bon nombre parmi les Noirs des souffrances secrètes qui affectent leur identité, des souffrances secrètes qui sont à chercher du côté des rapports historiques entre l'Afrique et l'Occident, qui a vu les autres à travers un prisme déformant du mépris biologique et culturel. La couleur de peau est si négativement chargée qu'ils en ont honte et la rejettent. Pour eux, elle signifie esclavage, dans lequel le noir n'est pas un humain, mais un homme marchandise. Elle signifie colonisation, avec l'installation d'un rapport de domination basé sur la hiérarchie des races qui marque la supériorité d'un groupe sur un autre, et une destruction des structures et des imaginaires locaux, ainsi qu'une construction de l'idée que le savoir, le pouvoir, la beauté, la puissance et le commandement sont l'apanage du blanc.
l'exégèse biblique avec, entre autres, l'image d'un diable qui est noir, vision qui pèse sur l'imaginaire des Africains et des Afro-descendants. Elle signifie guerre, pauvreté et misère avec ses lots de migration dans lesquels les Noirs plus visibles sont victimes. Tout ça a pour conséquence une dépersonnalisation morale et culturelle aiguë chez beaucoup de Noirs, ce qui induit en eux une haine de soi renforcée par le regard des autres, dans lequel ils voient toujours du mépris, de la condescendance. Du point de vue psychologique, l'impact de l'esclavage et la colonisation sur certains Noirs est un héritage émotionnel très lourd, ce qui fait qu'ils ont un rapport flou avec l'origine africaine. Et lorsque celle-ci se précise, elle renvoie aux souffrances qui affectent donc négativement leur identité et, par voie de conséquence, compliquent toute construction identitaire. Pour pallier à ce problème, il génère donc des stratégies identitaires pour trouver un certain équilibre intérieur. Mais tant que les Africains, les Noirs en général, ne se réuniront pas pour imposer l'entrée de l'Afrique comme puissance mondiale, beaucoup de Noirs, faibles d'esprit ou pas, continueront à souffrir davantage, secrètement, et à adopter des comportements pathologiques d'évitement qui les amènent à dire ce n'est pas parce que je suis noir que je suis noir. C'est la condition pour que les Africains, le noir, soient respectés et ne soient plus en Afrique et partout ailleurs dans le monde au plancher de l'humanité considéré. Il s'agit d'un combat de civilisation. Puis à la question, quels sont les échappatoires possibles? La première est de s'accepter et de s'aimer. Et cela est valable pour des éléments que l'on essentialise chez l'autre sous-groupe. Cela permet d'éviter l'autoracisme qui conduit à s'éclaircir la peau, à se lisser les cheveux, etc. La deuxième échappatoire est de se former et se cultiver en découvrant l'histoire extrêmement riche de l'Afrique, mais aussi ses grandes richesses culturelles, civilisationnelles et spirituelles qu'elle recèle avec ses grands penseurs, ses langues, sa poésie, ses mythes, sa spiritualité, ses philosophies, etc. La troisième échappatoire est de rectifier le regard que l'on a de soi dans le miroir, de porter un regard sur le réel hors des injonctions civilisationnelles des autres, d'avoir tout simplement le souci de soi, notamment en s'organisant comme contre-pouvoir et en imposant son identité dans l'espace public, économique et politique et en se constituant en force de pression. Enfin, la quatrième échappatoire est d'avoir le souci des autres, de participer à leur éducation, de participer à la décolonisation des esprits. Comment? Par exemple, en militant pour que les histoires de la colonisation et de l'esclavage soient enseignées avec pour but d'informer. Pour finir, je dirais ceci, que les races n'aient pas d'existence biologique et qu'il faille promouvoir l'unicité du genre humain est une position morale qui n'empêche pas de penser l'histoire des discriminations précisément fondée sur elle. Le rejet de la catégorie de race n'a pas éradiqué le racisme et les souffrances qu'il inflige aux individus, notamment du sous-groupe des Noirs. Il est indéniable que les communautés noires vont devenir avec le temps de plus en plus hétérogènes, économiquement, socialement, culturellement, par le processus de métissage qui entraînera la perte de la diversité socio-culturelle par une uniformisation de la culture noire sur des standards blancs, par essence aliénants. L'idéal de conserver une unité noire, une identité noire commune, et l'importance de construire une mémoire commune sera un défi qui requerra l'invention de nouveaux moyens d'action. Mais est-ce que l'idée même d'une identité et d'une mémoire
noir n'est pas une conception afrocentrique romantique.